et je vais vous présenter le premier intervenant aujourd'hui. Il s'agit de Ted Trahan, il est membre du conseil d'administration de la Fondation. Merci beaucoup, Ted, d'être avec nous aujourd'hui. Merci, Michael, et bienvenue à cette conférence virtuelle 2022, conférence nationale virtuelle. Je suis Ted Trahan et j'occupe aujourd'hui la fonction de président du conseil d'administration de la Fondation de l'OI. Nous avons failli organiser une conférence en présentiel lorsque nous avons commencé à envisager la planification. C'était le début de la première vague de la variante Omicron et on ne pouvait pas imaginer à quoi ressemblerait la pandémie à cette époque de l'année. Nous nous inquiétions de l'évolution de la maladie COVID et on pensait également aux conditions de voyage et de prise en charge des participants. Donc, nous avons décidé de ne pas avoir une conférence en présentiel. Nous avons décidé d'organiser une conférence virtuelle suivie de conférences régionales en présentiel. Une organisation régionale nous permet plus de souplesse pour ce qui est logistique. Cet après-midi, nous allons vous donner davantage d'informations concernant ces conférences régionales. Nous sommes très heureux de pouvoir nous retrouver ici avec les membres de notre communauté de l'OI. Les conférenciers ont accepté gentiment de partager leur expérience et leur savoir avec nous. Et le personnel de la Fondation a réuni ses compétences en relationnel et en logistique pour organiser tout cela. Donc, tout d'abord, un grand mot de remerciement à notre personnel d'avoir rendu tout cela possible, ainsi que les mécènes. Et une conférence ne serait rien sans participants. Donc, je tiens à remercier personnellement chaque personne qui accepte de participer avec nous aujourd'hui par le biais de Zoom pour vous renseigner davantage sur l'OI et de renouer vos relations avec les amis ou de tisser des liens avec de nouveaux amis. Mais pour revenir à notre sujet, il y a 2 décennies, les bisphosphonates sont devenus le traitement par excellence pour les enfants atteints d'OI. Avant cela, les 4 premiers types d'OI ont été identifiés avec des méthodologies de diagnostic et une meilleure compréhension de la construction et du remodelage des os. Depuis lors, nous avons vu beaucoup d'augmentation dans les connaissances à notre disposition concernant toute la gamme de types d'OI et les messages transmis entre des cellules pour construire les os. Mais maintenant, nous comprenons mieux les intérêts du niveau de vie, la grossesse et l'OI, les facteurs respiratoires, les conséquences, les différentes cures pharmaceutiques, la transition de prise en charge entre enfants et adultes. Comment cela se fait-il que nous sommes dans une ère où la croissance augmente de manière exponentielle pour augmenter la qualité de vie pour les patients d'OI et les familles des personnes atteintes d'OI? La réponse à cette question, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont curieuses. Il y a des personnes qui pensent à poser des questions pertinentes sur ce qui marche. Qu'est-ce qui fait évoluer cette maladie? Ce sont nos collègues, des chercheurs qui sont derrière cette augmentation de savoir. Et c'est pour cela que je suis très reconnaissant de pouvoir introduire ce volet sur les recherches. Le premier intervenant est le professeur et président du département de génétique moléculaire à l'Université Baylor à Houston, dans le Texas. Il a découvert des mutations post-transactionnelles et des modifications du collagène 1 comme étant la source de l'OI. Il a également identifié que dans plus de signalement du bêta, c'est un facteur déterminant dans l'ostéoporose, l'ostéogenèse imparfaite et qui contribue à de nombreuses maladies liées à la matière osseuse fragile. Il s'agit du docteur Brendan Lee. Souhaitons-le le bienvenu. Merci Ted, merci Michael. C'est toujours sympa de pouvoir discuter avec les familles et les partenaires lors de votre conférence annuelle. Je vais vous montrer mes diapositives. Super. Je vais prendre 20 minutes environ. Pardon, Dr. Lee, on ne voit pas encore vos diapositives. Pardon, parce que je n'ai pas appuyé sur le bouton. Je m'en excuse.
Voilà, il faut que je les inverse, n'est-ce pas? Très bien. Comme je disais, je vais prendre 20 minutes environ pour vous donner un aperçu au niveau, pour vous mettre à jour des recherches qui sont en cours au niveau du consortium sur les troubles de la fragilité osseuse. Là, nous travaillons en partenariat avec la Fondation de l'OI, mais je veux également parler des autres travaux promoteurs menés par des chercheurs dans le monde entier. Et puis, un sujet dont on parle beaucoup de nos jours, donc je tiens à vous parler de l'intervention génétique. Ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, hein. Et comme Ted a dit, la Fondation a toujours été à l'avant-garde des recherches. La prise en charge médicale de n'importe quel médical va avoir un impact sur le niveau de vie et la Fondation est vraiment un moteur de la mise à disposition d'informations. Je m'excuse. J'ai encore une question technique pour vous. Est-ce que vous avez choisi l'anglais comme votre langue en passant par la fonction interprétation? Voilà, je vois interprétation et je choisis anglais. Voilà, c'est fait. Est-ce que c'est bon? Très bien. Est-ce que j'étais en train de parler en espagnol? Non, le problème, c'est que nous venons enregistrer la présentation en anglais et cela a un impact euh, négatif sur la qualité sonore de l'enregistrement. Voilà, donc c'est bon. Donc, je disais qu'il s'agit maintenant de 50-52 ans environ de recherche en matière de l'OI. C'est un chiffre que j'aime utiliser comme métrique parce que ce n'est pas parfait, mais c'est bien. Ce sont le nombre de publications scientifiques liées à l'OI pendant ces 5 décennies, plus ou moins. Il y a quelques publications phares. En 1985, on a découvert le collagène 1 comme étant le gène euh, qui était le plus souvent cause de l'OI. Et puis Gloria et ses collègues ont publié un article très important en 1998 pour montrer l'utilité des bisphosphonates dans la prise en charge des enfants atteints de l'OI. Et puis, il y a presque 20 ans, nous avons publié un article sur les gènes qui provoquent des formes récessives de l'OI et depuis lors, beaucoup d'études ont été publiées pour parler des différentes formes d'OI. Et vous voyez bien ici que pendant les 30 premières années, il y avait une augmentation continue. La Fondation de l'OI a également investi d'une autre manière importante en réunissant des personnes pour travailler ensemble, pour obtenir davantage de connaissances en matière de la fondation. Et cela a eu un impact direct sur la création de quelque chose que je vais vous décrire rapidement. Et comme vous voyez ici, il y a eu une augmentation en flèche du nombre de publications, notamment pour les résultats des études cliniques. Nous avons vu cela au niveau du monde pour la pandémie de la COVID-19. Nous avons vu un progrès spectaculaire, mais basé sur 20 ans de recherche en matière de vaccins et de leur élaboration, entre autres. Et pour le monde de l'osteogénèse imparfaite, notre savoir a été élargi grâce à la Fondation. Il y a eu presque 300 publications sur l'OI et en 2022, nous avons déjà fait plus que la moitié, 160 déjà, alors qu'on n'est qu'à mi-chemin de cette année. Malgré cela, il y a encore beaucoup de choses à Donc, il s'agit de soutenir le consortium des maladies osseuses. Donc, vous êtes participant ou membre actif dans nos études. Eh bien, nous avons pu
tiré beaucoup d'enseignements concernant les problèmes cliniques et nous avons pu répondre à des questions, poser d'autres questions et nous sommes arrivés à un état de préparation des essais cliniques, donc où il peut y avoir des essais multiples et pas seulement dans le secteur médicamenteux. Au cours des 10 dernières années, il y a donc une étude d'histoire naturelle, 960 personnes sur 1000 donc ont pu participer à cet essai. Les sujets sont suivis de façon continue, des questions importantes sont posées. Comment déterminer la sévérité de la maladie, la mutation génétique, comment donc nous traitons la scoliose dans les cas sévères d'OI, comment est-ce que nous traitons donc les différents types, notamment le type 1 d'OI, et il y a cette étude fondamentale qui nous permet de suivre les patients et d'obtenir des informations cliniques. Récemment, nous avons terminé une étude importante donc dans ce premier cycle de cette subvention. Donc, on voit que la protéine anti-TGF bêta est en une augmentation. C'est un projet exaltant qui a été lancé au cours des dernières semaines. Donc, il s'agit d'utiliser des matières plastiques dans les cas de malocclusion dentaire. Et cela a un impact sur la mastication, sur l'alimentation, la prise alimentaire. Et donc, il y a d'autres projets pilotes qui peuvent nous permettre de tirer parti de cette cohorte considérable. Nous examinons donc les biomarqueurs de collagène. Nous élaborons des outils pour mesurer la qualité de vie. Nous surveillons le développement donc crâno-facial et donc évidemment nous étudions aussi les complications cardiovasculaires. Par ailleurs, il est important de se concentrer sur l'éducation des patients, des agents de santé, des chercheurs et des personnes formées. Car évidemment, un jour, nous prendrons notre retraite et il faudra donc une relève. Et il y a donc aussi un répertoire qui permet à des milliers de personnes de communiquer. Donc, je ne vais pas forcément vous livrer en détail tous les enseignements que nous avons tirés au cours de cette année, mais nous avons donc établi une analyse multisectorielle. Donc, il existe maintenant beaucoup de littérature qui répertorie votre expérience. Donc, il n'y a pas encore d'études longitudinales, mais nous pouvons, grâce à ces données donc multisectorielles, donc nous pouvons déterminer des caractéristiques relatives donc à la dentition, à la situation osseuse. Nous pouvons donc quantifier l'impact sur les différents points d'impact, notamment donc la dentition, les différents impacts sur la capacité à ingérer donc de la nourriture. Donc, il y a ces informations sur votre point de vue qui peut être
incorporé, donc concernant les maladies osseuses. Quel est le niveau de mobilité chez les patients donc atteints d'OI? Et il s'agit de quantifier les mesures de la qualité de vie des patients. Donc, ce qui est très important, la Fondation OI dirige ou est donc tête de file de tout ce qui a trait à la communication au sein de la communauté OI. Donc, nous avons des podcasts, des outils qui sont disponibles et je vous encourage à rester donc informé, à vous tenir au courant sur les dernières publications. Qu'avons-nous fait depuis 2021? Nous continuons de publier. Il y a une publication récente, donc datant du mois de mai, sur donc la dentition dans le contexte de l'ostéogenèse imparfaite. La première étape, c'est de décrire en détail les types de problèmes en présence et comment concevoir des essais pour pouvoir intervenir. Donc, nous avons publié avec vous donc le facteur de croissance donc transformateur et donc dans une optique de traitement de l'ostéogenèse imparfaite. Donc, vous savez que la croissance, la taille sont des facteurs importants et nous commençons à comprendre ce qui a un impact sur la croissance. Et nous avons la possibilité de moduler ou d'améliorer la croissance chez les patients OI. Donc, nous pouvons maintenant quantifier les analyses morphologiques par le biais d'outils informatiques. Nous apprenons beaucoup de choses à vos côtés. En tant que groupe, cependant, nous devons quantifier les choses afin de développer des traitements, car la FDA nous demande de quantifier notre impact. Et ce type de recherche est très important pour les études cliniques. Ainsi, les chercheurs peuvent utiliser les données disponibles pour planifier les traitements, les essais cliniques. Donc, il y a cette étude longitudinale multicentre, donc de la douleur, et ça, c'est quelque chose de très important dans le contexte d'ostéogenèse imparfaite. Beaucoup de travail a été fait dans les cellules de souris validées par beaucoup d'autres recherches. Donc, il y a cet anticorps TGF-bêta et l'on doit mesurer s'il s'agit d'un effet positif ou négatif. Comme vous le voyez dans cette étude, nous travaillons avec nos chirurgiens orthopédiques, notamment le docteur Megan Wallace, donc de l'Omaha, qui fait partie de ce consortium des maladies osseuses. Et vous voyez des échantillons osseux de patients. Donc, en haut, il s'agit d'un groupe de contrôle. Et vous voyez donc l'activité de la protéine TGF-bêta et vous voyez une augmentation considérable. Donc, en augmentant les doses, on voit que dans le type 4, il y a déjà un changement même après une seule dose d'anticorps. Donc, jusqu'à 9% d'augmentation de la densité osseuse.
Mais on voit aussi des résultats chez les patients de type 3. On voit donc une diminution de la densité osseuse et cela conduisant donc à des fractures. Mais avec ces données initiales, nous voyons qu'au début, il n'y avait pas d'effet indésirable et il y avait une augmentation considérable chez certains individus, en particulier du type 4, des résultats. Donc, l'un des buts du consortium, c'est de permettre aux compagnies pharmaceutiques de continuer des développements cliniques, car nous avons besoin de nos partenaires dans le secteur pharmaceutique. Donc, nous pouvons faire les études fondatrices. Donc, ici, nous avons une étude de phase 1 qui s'appuie sur un nouvel antigène. Il s'agit donc du numéro d'essai clinique et il s'agit d'enrôler 24 participants pour examiner donc l'innocuité, l'impact sur la densité osseuse. Donc, c'est très similaire à ce que nous avions fait lors de l'étude précédente. Ce sont des informations, des perspectives très enthousiasmantes. Donc, une autre société a bâti un long historique de recherche avec de multiples investigateurs et il s'agit donc de cibler une autre protéine, WNT, qui est très complexe et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup de preuves génétiques qui montrent l'importance de cette protéine VNT donc dans la formation osseuse. Et l'une des façons donc d'augmenter le VNT, c'est de croiser donc SOST. Donc, ces compagnies pharmaceutiques font des essais sur les anticorps pour bloquer SOST pour activer le WNT. Et donc, l'étude de phase 2 se concentre sur l'innocuité. Donc, et les résultats sont très encourageants. Il y a un deuxième essai maintenant, je crois, pour développer une thérapie ciblant précisément et spécifiquement l'OI. Donc, le traitement actuellement disponible n'est pas approuvé par la FDA et le but, c'est bien d'avoir une approbation de la FDA. Donc, justement pour ces traitements spécifiquement ciblés sur l'OI. Donc, voici le paysage. Nous avons les ostéoblastes, les ostéoclastes qui sont des protéines qui régissent ce processus. Donc, nous avons regroupé les données TGF. Donc, il y a la sclérostine qui est un inhibiteur qui conduit justement la formation d'ostéoblastes. Et donc, tout cela nous conduit au cestrucumab. Et il y a donc cet anti-TGF avec un numéro qui est très long du laboratoire Sanofi. Donc, nous souhaitons une mise en marché aussi rapide que possible pour permettre notamment de personnaliser le traitement. Et par ailleurs, plus il y a de médicaments sur le marché, mieux c'est pour les patients, mais cela a aussi un impact sur le coût. Encore une fois,
je viens de dire que nous venons d'activer cette recherche. Donc, consultez notre site web ou le site web de la Fondation. Nous sommes en train de soigner les patients pour l'alignement à Los Angeles, à Kansas City et au NIH à Bethesda dans le Maryland. Le Dr Storch mène une étude très passionnante. Moi, j'aime bien penser à ça comme une étude sur le bien-être. Radio et ses collègues s'intéressent à la scoliose et aux résultats cardiopulmonaires chez les adultes atteints d'OI. Krakow, ce docteur et ses collègues étudient le phénomène d'hémorragie et le risque de mortalité maternelle. Et là, c'est une étude plus détaillée. Et enfin, les docteurs Sutter et Kruger à notre site à Chicago. Ils sont en train d'étudier l'actigraphie ou bien les appareils que l'on peut porter pour suivre l'évolution de l'OI dans sa vie quotidienne. Et le problème, c'est qu'il faut venir à notre centre pour participer. Et ça, c'est un grand fardeau. Donc, nous pensons pouvoir lever cet obstacle dans l'avenir. Il y a d'autres études très prometteuses qui sont faites ailleurs. Il y a notamment le traitement par anticorps anti-sclérostine, comme je vous disais. Il y a également de nouveaux gènes dévoilés qui provoquent les formes très rares de l'OI. Maintenant, il y a également d'autres personnes qui font ce que nous avons fait avec le TGF-bêta pour étudier la méthodologie. Donc, il y a plus de travail en ce sens aussi. Et puis aussi, nous voyons les PBBC et c'est-à-dire notre consortium et d'autres acteurs reconnaissent que l'OI, c'est une déficience systémique et qu'il faut comprendre les manifestations au niveau du cœur, des poumons, l'ostéoarthrite. Nous mettons davantage sur le lien entre l'OI et les maladies ligamenteuses. Et aussi, je vais vérifier l'heure pour terminer sur un sujet qu'on m'a demandé d'aborder. Donc, Tracy, ça, c'est pour vous. Ça, c'est une des avancées les plus passionnantes, non seulement pour l'OI, mais pour toutes les maladies. Le prix Nobel a été donné aux personnes ayant inventé la technologie CRISPR. On a montré que l'on peut utiliser des molécules d'ARN, M, et on peut utiliser une démarche que l'on a déjà découverte chez les bactéries. Et on peut en fait procéder à une modification de l'ADN. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que nous voulons viser une adresse précise. Pensez à Google Maps. Google Maps a transformé la vie de tout un chacun. Ici, c'est la version Google Maps de la médecine génétique, de la médecine moléculaire. Donc, cela a bien mérité le prix Nobel. Et depuis 2-3 ans, nous sommes en train de consolider cette découverte et nous avons inventé ce qui s'appelle l'édition génomique pour rendre le système encore plus puissant. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de trouver l'adresse et d'arriver à l'adresse, mais d'arriver à l'adresse et de modifier les noms des rues, les panneaux d'indication de rue, pour revenir aux métaphores Google Maps. Donc, grâce à cette technique d'édition génomique, vous pouvez changer une mutation d'ADN. Donc, vous pouvez éliminer la mutation. Vous pouvez corriger la protéine. Vous pouvez éliminer la mutation si la mutation provoque un effet indésirable. Donc ça, c'est la solution ultime. Et c'est très, très efficace. C'est extrêmement efficace. Ce n'est pas seulement la possibilité de choses, c'est bien. Google Maps, c'est bien, n'est-ce pas? Mais Google Maps ne serait pas vraiment intéressant si ça n'a marché qu'une fois sur 1000. Mais il faut arriver au niveau de la cellule. Il faut mettre cette machine au niveau de la cellule et ça marche dans 60, 80, 90% des cas. Par le passé, ce travail avait un taux de réussite de 1 fois sur 100, 1 fois sur 1000 même. Bah alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore trouvé la solution pour Louis?
l'OI pose beaucoup de difficultés. Comme bien d'autres conditions génétiques, le problème, c'est qu'il y a de nombreuses mutations individuelles. Il n'y a pas une adresse génétique concernée. Pour beaucoup de personnes, c'est une adresse génétique différente, ce qui signifie qu'il faut créer un nouveau produit pharmaceutique pour chaque patient. Nous espérons qu'un jour, la FDA va autoriser un processus pour qu'on n'ait pas à tester chaque nouvelle version du médicament. Et en fait, la démarche du vaccin par ARNM utilise la même technique. Et eux, ils ont décidé que ce n'était pas la peine de faire des vérifications d'innocuité pour chaque variante de ces vaccins à l'ARNM. Donc, on pourrait espérer la même chose dans ce cas-ci. Donc ici, c'est une maladie systémique du tissu conjonctif, c'est-à-dire qu'il faut toucher beaucoup de cellules. Ça, c'est un énorme défi. Ce n'est pas la même chose que d'autres maladies que l'on connaît très bien. Pour la drépanocytose, par exemple, nous savons que c'est toujours les mêmes cellules qui sont concernées. C'est les cellules sanguines. Ici, vous avez des cellules osseuses, les cellules ligamenteuses, les cellules du cartilage et ainsi de suite. Donc ça, c'est un défi. Et aussi, il faut livrer ce médicament à suffisamment de cellules. Donc, si vous avez une machine qui peut livrer jusqu'à 80% des cellules, quel défi au niveau du corps? Et aussi, il faut limiter la toxicité de la plateforme de livraison. Parce que même s'il faut le faire, il faut pouvoir le faire de manière qui ne pose pas de risque pour le patient. Donc, ce sont les mêmes défis pour l'OI comme pour les autres maladies génétiques. Cela étant dit, je tiens à remercier tous les enquêteurs, tous les chercheurs. Moi, j'ai la chance de les soutenir et de pouvoir les représenter ici aujourd'hui et j'ai le plaisir de vous présenter leur travail. Merci à vous, la communauté OI. Merci pour votre intérêt. Merci pour le niveau d'intérêt que vous portez à la recherche et merci pour avoir participé à nos études et à nos essais. Merci beaucoup. Merci, Dr. Lee. C'était une présentation profonde et fort intéressante. C'était vraiment un panorama fascinant des recherches et c'est toujours un sujet qui nous fascine. Pour les personnes qui sont dans la session, est-ce que vous avez des questions à poser au Dr. Lee? Nous allons faire une rapide séance questions-réponses. Nous avons 10 ou 15 minutes prévues à cela. Et puis, nous allons passer à l'intervenant suivant. Donc, nous allons essayer de répondre à quelques questions qui sont saisies dans la discussion. Il y a quelques questions qui ont été soulevées lorsque les participants se sont inscrits. Je sais que certains sujets ont déjà été abordés, mais je vais peut-être vous demander d'aborder en plus de détails ces questions. Pour commencer, vous avez évoqué les études menées par le BBDC, le consortium sur les troubles de l'os, les troubles de la fragilité osseuse. Est-ce que vous avez une idée de pourcentage des recherches qui sont axées sur les patients plus âgés? Je pense aux adultes et même pas les jeunes adultes. Quel pourcentage des recherches concerne les adultes? Merci, Michael. Donc, pour ces 300 articles publiés, commençons par cela. Moi, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je vais vous donner juste une idée d'ordre de grandeur. Beaucoup de ces articles s'intéressent à la science de base, les cellules, les souris, les poissons, les modèles non humains de l'OI. Il est important de le signaler. Moi, je n'ai pas fait une analyse de ce type. Moi, je devine qu'environ la moitié de ces publications relèvent de cette catégorie-là, peut-être un peu plus, parce que ça, c'est la nature du financement pour beaucoup des agences qui sont bailleurs de fonds. Et c'est un aspect important de notre travail. Et puis, les autres études, c'est pour les sujets humains, enfants, femmes, hommes,
mais avec des échantillons assez limités. Une personne, 5 personnes, 10 personnes. Mais il me semble que de plus en plus, le travail est axé sur les adultes parce que nous reconnaissons que l'OI, c'est une maladie à vie. Et Laura Tossi, qui va prendre la parole après moi, est très axée sur les adultes, la prise en charge des adultes. Moi, je dirais qu'un quart de ces rapports décrivent la maladie chez l'adulte. Cela étant dit, peut-être que les sujets sont limités et ce sera toujours problématique. Mais c'est là où nous estimons que le livre le plus important de notre consortium, c'est les données concernant les adultes. Parce que sur cette période de 10 ans, beaucoup des enfants concernés par l'étude sont devenus adultes et les adultes restent des adultes. Donc, je pense qu'il va y avoir des vagues de données, des inondations d'études focalisées sur les adultes. Merci. Quelques autres questions qui ont été posées par les participants au moment de l'inscription. Il y a ces questions que vous avez déjà évoquées un petit peu pendant vos commentaires. Est-ce que vous pouvez dire un peu plus sur les études concernant le frésolimumab? Je vais mal le dire sûrement, mais quels sont quel est le potentiel? Moi, je pense que j'en ai bien parlé. L'article a été publié et cela a validé les recherches menées dans les modèles de souris. Et aussi, cela a bien montré l'innocuité chez les 8 sujets adultes qui ont fait l'objet de l'étude. Maintenant, c'est à Sanofi de poursuivre le développement. Moi, j'estime que ce sont des résultats très promoteurs. En tant que patient, participant, chercheur, académicien, c'est la preuve du concept. Et ça, c'est vraiment le constat clé. Il y a des articles qui viennent de paraître très dernièrement qui montrent également le TGF-bêta et son rôle dans d'autres formes d'OI. Peut-être que ce ne sera pas aussi efficace pour les versions les plus sévères de la maladie. Est-ce qu'on peut augmenter la dose ou est-ce qu'on peut mieux cibler l'os pour obtenir de meilleurs niveaux d'efficacité et d'innocuité en même temps? Pour le TGF-bêta ou la sclérostine, les niveaux de sévérité vont requérir des doses différentes. C'est logique, c'est intuitif, mais il va être difficile de le prouver. Donc, je pense que toute thérapie liée à la signalisation peut varier en fonction de sévérité et en fonction de type. Si vous avez une forme sévère, vous aurez besoin de plus du médicament. Si vous avez une forme modérée, peut-être moins. Et cela s'aligne avec tout ce que nous savons déjà. Trop de protéines, c'est mauvais. Trop peu de protéines, c'est mauvais également, mais il faut vraiment trouver la juste dose. Et ça, c'est le défi. Très bien, et merci beaucoup. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent dans la discussion, donc je vais en lire quelques-unes. Quelques questions ont été posées par écrit à ce même sujet. Nous avons de nombreux types d'OI. Pour certains, c'est une présentation, une manifestation clinique. Pour d'autres, c'est lié à des gènes précis. Est-ce qu'on peut arriver à des traitements médicamenteux ciblés? Parce qu'on dit on s'intéresse au type 1, 2, 3, 5. Est-ce que ça signifie que ces médicaments évoqués ne vont prendre en charge que certains types d'OI? Donc, il est important d'apprécier qu'il y a une différence dans la conception d'une étude par rapport donc à l'élaboration des médicaments. Dans une étude, on doit définir la population ciblée. Au bout du compte, quand un médicament est efficace, eh bien, il y aura des études de suivi. C'est la progression naturelle. Donc, les études
sur les maladies rares cible des populations précises. S'il y a une efficacité qui est prouvée, eh bien, la phase suivante, ça sera une étude sur différents types d'individus, différents types de génotypes et au bout du compte, il y aura donc un élargissement des applications. Donc, voilà une des approches. L'autre, c'est quand il y a donc des formes uniques dues à des mutations uniques, par exemple le type 5, là, le problème, c'est une protéine complètement différente, il y aura un mécanisme différent et il faudra une thérapie complètement différente. C'est pour ça que c'est très important de poursuivre les investissements dans la recherche de base. Et c'est ainsi que nous pourrons pouvoir cibler des thérapies spécifiques au type d'OI. Nous continuons. Il y a une autre question. Je me demande si donc la laxité ligamenteuse aura un traitement. Ça, c'est un autre domaine enthousiasmant. Nous deviendrons de plus en plus efficaces dans le traitement des troubles osseux. Bon, quand la personne devient adulte, il y a par exemple la fonction des articulations et il y a des articles intéressants provenant d'Europe qui nous démontrent dans les modèles animaux que nous pouvons avoir des troubles de ligaments et de tendons et aussi des troubles, des dysfonctionnements donc du cartilage, ce qui conduit à de la douleur, de l'ostéoarthrite et ce n'est plus uniquement les troubles osseux. Donc, nous avons démontré des défauts intrinsèques des tendons et des ligaments et cela lié à la matrice osseuse. Il y a des tendinopathies dans la population hors OI où les processus sont très similaires. Donc, nous commençons à être convaincus du point de vue scientifique que beaucoup de ce que nous voyons dans l'OI, en fait, c'est un vieillissement accéléré, qu'il s'agisse d'ostéoporose ou des troubles liés aux tendons. À mesure que nous vivons, nous tendons à nous blesser. Il y a le stress qui est imposé à notre organisme, à notre corps. Donc, nous avons montré que les tendons forment un cartilage, comme dans la tendinopathie, et il y a donc cela qui conduit aux troubles des tendons. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites dans ce domaine. Donc, tout comme cela a été fait donc dans le domaine TPGF. Donc, je souhaite continuer. Nous avons peut-être le temps pour une ou deux questions. Elle a été posée à l'autre séance, mais peut-être que vous pourrez y répondre. Vous avez passé des différentes applications. Et il y a d'autres méthodologies dont on entend parler, donc les recherches, les études sur les cellules souches. Est-ce que cela peut être appliqué aux patients OI? Oui, et l'on me pose souvent cette question. Je suis un fervent donc défenseur des cellules osseuses, pardon, des cellules souches. Donc, on peut retarder la perte de densité osseuse, de cartilage, mais au bout du
quand il va falloir remplacer ces tissus. Et la seule façon de le faire, c'est par le biais de cellules souches qui pourra produire un tissu sain qui pourra remplacer le cartilage, par exemple. Et souvent, donc, je dis que les études sur les études souches existent depuis longtemps. Et par exemple, dans les greffes de moelle épinière, c'est déjà utilisé. Donc, qu'il s'agisse de cellules souches ou de CRISPR dans les tissus conjonctifs, cela peut être efficace. Donc, comment se passent les choses dans les greffes? Eh bien, il faut tout remplacer et on ne peut pas faire de même pour les os. On peut donner donc des cellules souches saines, mais est-ce que cela peut être diffusé dans tout le quartier, pour ainsi dire? Est-ce qu'il va falloir remplacer 4 5 des maisons? Et si vous faites une thérapie de cellules souches, donc si vous devez remplacer 80 de la population, ça sera difficile. Donc, dans les thérapies liées aux greffes de la moelle épinière, il s'agit d'un remplacement total de la population. Donc, nous pouvons y arriver, mais je ne crois pas que cela se produira en 1 ou 2 ans. Mais il faut procéder à des expériences. Il y a un essai en Europe pour la thérapie de cellules souches in utero. Et donc, ça sera intéressant de voir ce qui en ressort. C'est très intéressant, merci. Alors, la question suivante est un peu différente. Donc, je viens d'obtenir un diplôme en sciences biomédicales. Comment puis-je faire partie de cette étude médicale? Alors, si nous nous concentrons sur la formation de la prochaine génération, je pense qu'il y a un grand nombre de publications disponibles sur l'OI. Donc, j'aime Google, bien sûr, je l'utilise tout le temps, mais tout s'y trouve et vous ne connaissez pas donc si cela a été examiné. Donc, il faut les publications qui sont donc vérifiées par le monde donc de la médecine, les professionnels de la médecine. Donc, on demande toujours ce qui entre dans une étude. Donc, nous souhaitons de toute façon motiver les jeunes pour qu'ils puissent rejoindre ces études. Donc, au sein de notre fondation, nous aimons voir ces nouveaux investigateurs médicaux, les chercheurs, s'intéresser à notre sujet. Nous l'avons vu au début de cet exposé, donc, nous avons vu la courbe en constante augmentation concernant les recherches, les études relatives à l'OI. Donc, nous apprécions grandement votre intervention, Monsieur Brendali. Sur ce, je vais rendre la parole à Ted qui va nous présenter notre prochaine intervenante. Donc, elle est la directrice du programme de santé osseuse du Children's National Medical Center. Elle est professeure associée d'orthopédie et de pédiatrie à l'Université de George Washington. Donc, sa pratique clinique est axée sur les soins orthopédiques des enfants et des jeunes adultes et autres problèmes liés à la santé osseuse. Donc, le docteur Tosi est diplômé de la Harvard School
et a suivi sa formation au Columbia Presbyterian Hospital. Donc, elle siège actuellement au conseil d'administration de la Fondation OI, notamment. Nous l'accueillons avec plaisir. Merci. Voilà, je suis enfin devenue professeure et il y a environ une semaine. Cela a pris du temps, mais j'y suis arrivée. Est-ce que tout le monde voit mon écran partagé? Oui. Merci et félicitations. Cela a pris beaucoup de temps. Donc, je vais vous présenter notre titre que nous devons à Michel Dupré, qui a souligné le fait qu'il faut parler des objectifs. Je vais parler de la recherche sur les résultats de santé axés sur le patient, pardon, dans le contexte de l'OI, et ce, afin d'améliorer la qualité de vie des patients ayant une ostéogenèse imparfaite. Donc, nous aurons donc une mise à jour sur ce qui a été fait par le passé et nous parlerons des activités actuelles. Comme cela a été dit et souligné, l'OI est un trouble incroyable qui change rapidement. Donc, quelqu'un qui s'occupe étant quelqu'un qui s'occupe d'enfants atteints d'OI depuis 40 ans, je suis heureuse de pouvoir donner des pronostics beaucoup plus favorables lorsque les enfants ont ce diagnostic. Les biphosphonates et les tiges, la pratique de l'application des tiges sont beaucoup perfectionnés. Donc, quelles sont les questions les plus importantes pour la communauté? Et comment est-ce qu'on implique la communauté pour dresser un ordre des priorités? Nous avons beaucoup de chance. Il y a maintenant 3 ans, nous avons lancé notre premier programme, donc intitulé l'amélioration des résultats de santé axés sur le patient. Il s'agit pour la communauté OI de s'impliquer au quotidien sur les questions à poser et auxquelles il faut répondre. Donc, il faut souligner de nouveaux points de vue. Historiquement, il s'est toujours agi d'une route à sens unique. Les scientifiques posaient des questions et ils y répondaient eux-mêmes. Donc, ce qui est formidable avec ce PCOR, recherche sur les résultats de santé axés sur le patient, c'est que c'est maintenant un chemin à 2 voies. Donc, nous étions tellement heureux de recevoir un prix en 2019. Nous avons donné des conférences, fait des formations et nous avons fait beaucoup d'activités sur PCOR. Et puis tout d'un coup, notre monde s'est effondré. Les réunions scientifiques ont été annulées, la vie a été mise en suspens et moi, on m'a renvoyé chez moi quand la pandémie est arrivée. Donc, la fondation a réagi et elle a réfléchi à tout ce qu'elle avait fait. Donc, nous avons donc ce supplément COVID et nous avons élargi tout ce que la fondation fait. J'espère que vous participez à nos appels, nos réunions virtuelles. J'espère que vous avez donc accès à notre boîte à outils, que vous faites partie de notre répertoire et nous essayons d'assurer un suivi et de répondre
à la plainte fréquente, oui, voilà, j'ai participé à telle ou telle étude, et puis on ne m'a jamais dit quel était le résultat. Donc, nous avons commencé à publier ce que nous avons découvert dans notre breakthrough, percée. C'est un peu intéressant de regarder en arrière. Voici notre deuxième sondage lié à la COVID. Nous avons eu des adultes, donc la vie des adultes a été bien représentée avec un âge moyen de 46,5 ans. Et à l'époque, seulement 14% des sondés croyaient avoir déjà attrapé la COVID. Mais nous étions notamment préoccupés par le fait que si on avait la COVID, on serait plus susceptible d'avoir les symptômes de la COVID longue. Il est difficile de l'imaginer, mais nous étions très contents parce que 50% des sondés avaient déjà été vaccinés. Moi, j'ai déjà eu 2 rappels, mais il y a un peu plus d'un an, beaucoup de choses ont changé. Moi, je trouve qu'il est intéressant de voir, selon les résultats du sondage mené cette année, que 31% des sondés pensaient avoir été atteints de la COVID. Donc, ça, c'est une augmentation nette. Mais nous sommes très rassurés d'avoir constaté, même si on ne peut jamais être sûr, qu'il n'y a pas eu des taux de morbidité sérieux. Au printemps 2022, plus de 80% des sondés étaient entièrement vaccinés, donc une belle augmentation, et 68% des sondés avaient déjà reçu leur rappel de vaccin. Pour moi, un des constats très intéressants se situe dans le schéma en bas de la page. Seulement une personne vaccinée a dû être hospitalisée. La barre en vert foncé, ce sont les personnes qui avaient présenté des symptômes et seulement une personne a été hospitalisée. Mais parmi les sondés non vaccinés, 9 personnes ont dû partir à l'hôpital. Donc, cela a bien renforcé le bien fondé de notre campagne de vaccination parce que nous avons fortement encouragé toutes les personnes éligibles d'avoir leur vaccin. C'est toujours une source de préoccupation. Nous préconisons toujours l'activité physique. C'est important à la fois pour la santé et pour le bien-être parce que le chiffre est encore lamentable. Seulement 36% des sondés disent qu'ils ont le même niveau d'activité physique qu'avant la pandémie. Et pour parler des choses plus positives, nous avons reçu des anecdotes positives. Et les sondés ont dit, les aspects positifs, j'ai passé plus de temps avec la famille, j'ai bien apprécié le fait de travailler à la maison. Les interactions sociales ont pris de nouvelles formes et d'autres personnes ont trouvé plus de temps pour faire du sport, pour apprendre la méditation et pour découvrir d'autres activités de loisirs. Je pense que cela en dit long sur la résilience de notre communauté. C'était un plaisir pour nous de décerner ces prix et nous avons eu la chance de recevoir une récompense qui nous a permis d'impliquer les autres personnes dans la communauté des maladies osseuses rares. Je ne sais pas si vous le savez, mais on estime, et c'est seulement une estimation, qu'il y a un peu moins de 500 maladies osseuses rares différentes. Mais le fait reste qu'en termes de nombre de patients, l'OI est de loin la maladie osseuse rare la plus courante. Pendant des années, on pensait que c'était une autre maladie, mais maintenant qu'on connaît mieux le type 1 de l'OI, nous constatons qu'il y a beaucoup d'individus qui vivent avec l'OI. Et je pense qu'au début, les épidémiologistes ne les comptaient pas.
la Fondation de l'osteogenèse imparfaite a soutenu l'Alliance des maladies osseuses rares. Nous avons 15 membres à l'heure actuelle. Et là, il y a des discussions en cours très sérieuses. Là, nous impliquons presque toutes les personnes liées aux maladies osseuses rares. Pour certaines de ces maladies rares, on parle d'un nombre extrêmement restreint de personnes concernées. Mais je pense que là, nous avons maintenant comme membres toutes les fondations et toutes les associations de patients. Et Tracy a dirigé beaucoup de projets pour ces différentes maladies osseuses rares. Et nous avons compris que tous ces acteurs menaient depuis longtemps de la RAP, la recherche axée sur le patient. Mais parfois, ils ne donnaient pas ce nom à leur travail. Donc, c'était un plaisir pour nous de travailler avec les acteurs militants pour la prise en charge des autres maladies. Et maintenant, nous pouvons travailler mieux ensemble pour améliorer la vie pour toutes les personnes concernées par ces maladies osseuses rares. Parce que parfois, les résultats obtenus par une association pour une maladie osseuse rare peuvent ouvrir de nouvelles perspectives pour les autres maladies osseuses rares. Donc, nous cherchons toujours les opportunités de faire du plaidoyer et nous essayons de multiplier nos efforts en travaillant en partenariat avec ces autres associations. Pour moi, il y a une grande nouvelle. C'est une nouvelle phare. Et ça, c'est notre tout dernier projet. C'est un projet qui s'intéresse spécifiquement à la transition de l'enfance à la vie d'adulte. Parce que en menant ces recherches axées sur la passion, le retour est clair, la réponse est haute et forte. Nous devons faire plus attention à ce stade de transition et à l'accès à une prise en charge de qualité pour les adultes, parce qu'il y a une vraie absence de soins de qualité. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc, l'Institut de recherche des résultats axés sur les patients nous aime et nous a donné encore un soutien. Ça, c'est le jargon de l'Institut PCORI. Mais on est en train de financer un projet qui s'intéresse à la transition pour les adultes et à l'accès à une prise en charge de qualité pour les personnes atteintes d'OI à tous les âges. Donc, notre premier but, c'est de parler à toutes les personnes qui veulent nous parler parce que pour nous, c'est un nouveau front. Il faut discuter avec les patients, il faut discuter avec les aidants, il faut discuter avec les professionnels de la santé. La prise en charge des adultes devient une question à l'échelle nationale et personne n'a trouvé la réponse. Mais aussi, c'est un moment où le nombre de personnes, les adultes atteints des maladies qui se présentent pendant l'enfance, il y a une explosion de personnes de cette catégorie. Donc, pour toutes les personnes qui participent à cet appel, vous êtes invités. Je vous supplie même de participer à ce projet. Nous voulons organiser des séances d'écoute avec 6 personnes maximum par séance parce que nous voulons mener des brainstorming. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les écarts? Quelles sont les lacunes? Qu'est-ce qui manque? Que veut la communauté? Est-ce qu'on doit mettre l'accent sur les centres d'excellence? Mais comment y accéder? Ça peut poser problème. Est-ce que la communauté accepte le rôle de coordonnateur pair? Il y a des questions de vie privée qui sont soulevées, mais parfois, ça devient plus abordable et plus facile à déployer. Et quel est le rôle potentiel pour la télémédecine? Avant la COVID, le gouvernement jugulait cette initiative. Moi, je ne peux pratiquer la télémédecine que dans les États fédérés où j'ai l'autorisation de pratiquer en tant que médecin. Mais il y a également des initiatives en cours pour redéfinir la télémédecine et les homologations nécessaires. Donc, en quoi cela pourrait-il modifier ou transformer l'accès? Et que peut faire la Fondation?
de l'osteogenèse imparfaite. C'est une fondation avec énormément de volontaires et de bénévoles. Mais qu'est-ce que la fondation doit faire? Former des coordinateurs, développer des standards de prise en charge? Est-ce qu'on doit développer ces normes? C'est un outil qui s'utilise pour les autres maladies rares. Comme cela, le patient a au moins un document pour se justifier lorsqu'il voit son médecin. Pas seulement une liste de contrôle, il faut vérifier ceci, il faut vérifier cela. Voici les tests, voici les analyses qu'il faut mener, voici les indicateurs, les métriques qu'il faut suivre. Ce n'est pas un objectif très abordable, donc il faut bien planifier cela parce que c'est coûteux. Nous voulons mener ces entretiens dans les 6 mois à venir parce que l'objectif, c'est de développer un plan stratégique possible. Une suggestion de plan stratégique pour la Fondation qui tire profit des constats, des résultats de nos 2 premiers objectifs. Et puis, nous voulons travailler avec la communauté pour développer une méthode afin d'évaluer si le plan stratégique donne des résultats. Est-ce que les gens constatent une différence? Est-ce que la transition de prise en charge de l'enfance à la vie d'adulte est plus lisse, plus fluide? Est-ce que les personnes sont mieux renseignées? Ce n'est pas une mesure facile à entreprendre. Nous avons besoin d'idées. Et on ne peut pas se limiter aux problèmes d'aujourd'hui. Il faut déjà regarder vers l'avenir. Donc, cela ne sera pas chose facile. Moi, je dis toujours cette question-ci. À quoi vont ressembler les 50 années à venir, voire plus d'années? Il faut investir, tout comme votre plan d'épargne. Il faut investir, il faut planifier, il faut imaginer ce que la Fondation peut faire pour faire la différence. Donc, nous voulons que vos voix s'entendent. Si vous voulez participer à ce projet, et j'espère que vous allez vous y intéresser, on en parle sur notre site web et vous pouvez également contacter Stacy Loring par email ou bien vous pouvez discuter avec elle parce qu'il y a un rôle, il y a un besoin. Chacun et chacune doit participer. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? Renseignez-vous sur nos efforts. Il y a des articles publiés dans Breakthrough, il y a des articles sur notre site web ou parlez-en avec nous. Je vous encourage vivement à vous inscrire sur le répertoire des patients de l'OI parce que ça, c'est le canal de communication le plus facile. S'il vous plaît, inscrivez-vous et puis participez à notre nouveau projet parce que je pense qu'il va avoir le plus grand impact parmi toutes les choses que nous avons faites jusqu'à ce jour, parce que c'est pour vous l'occasion de nous dire quelles sont vos questions, quelles sont les questions auxquelles nous devons répondre pour vous. Votre voix compte, la voix de chaque personne compte. Ça, c'est une de mes images préférées de la Fondation. J'adore ces photos. Il y a de la place pour tout le monde. Merci, j'aime beaucoup cette affiche de recrutement. Est-ce que vous faites tout ce que vous pouvez faire? J'espère que vous allez décider que vous devez participer à nos côtés et j'espère que vous allez décider que c'est cela que vous voulez faire maintenant. Merci encore une fois pour votre temps. Merci, Dr. Tosi. Comme toujours, c'est un plaisir de vous entendre et notamment, c'est bien d'entendre parler de cette initiative de recherche. Il nous reste encore quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions pour Dr. Tosi ou pour Dr. Lee? Vous pouvez les saisir dans la messagerie. Il y a une question qui apparaît déjà dans la discussion. Combien de temps faut-il consacrer à ces séances d'écoute? « 90 minutes. On ne vous demande pas des heures et des heures et des heures. C'est pour ça qu'on dit 6 personnes maximum. Nous allons capter les idées de tout le monde. Et puis, nous allons tout noter et nous allons profiter de tout ça.
Donc, pour ces séances, je voudrais ajouter quelque chose. Quel type de questions sont posées dans ces séances? Nous avons un script, mais ce script n'a pour but que de vous inciter, vous guider. Nous souhaitons que vous ayez l'audace de rêver à un système d'amélioration. Et il faut réaliser que la fondation OI n'a pas encore gagné la loterie. Nous souhaitons que vous réfléchissiez à l'orientation que vous souhaitez prendre. Donc, nous avons fait allusion au fait que certains groupes ont choisi des coordinateurs. Les membres de la communauté pourraient donc diffuser des informations sur ce qui est disponible dans les différentes régions afin de vous aider à trouver, je ne dirais pas de meilleurs prestataires, mais des prestataires avec lesquels vous souhaiteriez donc travailler, que vous souhaiteriez consulter. Et la question est de savoir à quel point vous souhaitez divulguer vos informations personnelles. Donc, réfléchissez à ce dont vous avez vraiment besoin, ce que vous souhaitez vraiment, et dites-le nous. C'est très important car nous allons rechercher un dénominateur commun. Absolument. Et je voudrais ajouter quelque chose par rapport à la confidentialité. Donc, si vous êtes soucieux par rapport au partage de votre histoire personnelle auprès d'un groupe de personnes qui vous sont étrangères, nous avons des procédures strictes sur la protection de vos données personnelles. Donc, nous éliminons toute information ou données personnelles et il n'y a pas d'information qui puisse vous identifier. Je voulais apporter cet éclaircissement. Et je crois que des informations à ce sujet sont disponibles dans notre messagerie. Est-ce qu'il y a d'autres résultats de ces initiatives? Je voudrais répondre aux commentaires de Lorraine Rousseau qui demande donc, est-ce que nous souhaitons communiquer nos besoins au personnel des soins intensifs et ambulanciers pour éviter les blessures? Ce n'est pas le but de ce projet en particulier, mais c'est peut-être un sous-ensemble. Cela appartient peut-être à un sous-ensemble. Donc, comment pouvons-nous vous permettre de communiquer beaucoup d'informations rapidement aux prestataires de soins de santé? Il y a un dispositif, par exemple, de la taille d'une carte de crédit qui comprend tous vos antécédents médicaux. Voilà, c'est une invention qui existe, qui n'est pas allée très loin, mais qui vous serait très utile si vous arriviez aux urgences. Donc, moi, par exemple, j'ai des allergies et je ne me souviens jamais de mes allergies. Donc, je garde toujours une petite carte dans mon porte-monnaie avec la liste de ces allergies, car si j'avais besoin d'être
d'être anesthésié, d'avoir une anesthésie, cela aurait toute son importance. Donc, quelles sont les astuces que nous pouvons partager, créer et partager? Je vois encore une autre question. Est-ce qu'une personne en dehors des États-Unis peut participer? Une personne atteinte d'OI peut participer en dehors des États-Unis? Moi, je suis d'Irlande. Docteur Tosi, nous ne vous entendons plus. Il y avait peut-être quelque chose qui recouvrait votre micro. C'est possible, désolé. Donc, comme pour le répertoire, nous nous intéressons aux opinions de tous. Donc, le système de santé irlandais est beaucoup plus socialisé que le nôtre. Donc, il y a beaucoup de questions liées à l'accès. On trouvait des réponses là-bas. Ah, ici, une question intéressante. Donc, est-ce que nous recommandons des bracelets médicaux? Moi, j'encourage toujours mes patients à porter des bracelets médicalisés, car vous ne savez pas quand une blessure se produira et vous ne savez pas si vous pourrez communiquer vos besoins. Et en tant que clinicienne, alors, j'apprécie cela. J'ai travaillé très longtemps en soins intensifs et j'ai considéré que ces bracelets nous permettaient d'économiser beaucoup de temps, car on n'imagine pas à quel point les gens arrivent aux urgences sans personne pour les soutenir. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour ces dernières minutes qui nous restent? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais conclure rapidement. Je vais afficher dans la messagerie un lien vers notre site web où vous trouverez des liens pour nos séances d'aujourd'hui. Notre séance actuelle est enregistrée. Elle sera diffusée sur notre chaîne YouTube, ainsi que les versions interprétées. Et j'aimerais remercier le docteur Tosi sur sa présentation fantastique. Nous sommes vraiment fortunés de vous avoir avec nous. Nous avons la chance de vous avoir avec nous. Pour ceux qui sont encore avec nous, je voudrais à titre de rappel vous dire que la séance prochaine se déroulera à 14 heures. Donc, si vous avez encore des questions, ça sera une très bonne séance à laquelle participer. Sur ce, nous vous remercions de nous avoir rejoints et merci encore une fois au docteur Tosi, au docteur Ted, aux intervenants. Nous avons apprécié vous écouter. Merci. Merci. Inscrivez-vous, s'il vous plaît.